qui fait un vrai leader dans le sport de très haut niveau? On a tendance à être, complètement hypnotisé par les chiffres, les buts, les trophées, les stats. Mais est-ce que ça se résume vraiment à ça? Ou est-ce que l'essentiel est ailleurs, dans quelque chose de beaucoup plus subtil, de presque invisible? C'est toute la question, ça. Et c'est un piège dans lequel on tombe tous, en fait. On veut tout quantifier, tout mesurer. Mais ce qu'un joueur apporte vraiment à un groupe, son poids réel dans le vestiaire, sur le moral collectif, ça n'apparaît dans aucune feuille de match. Absolument. Et pour notre analyse du jour, on a une chance assez rare de regarder un peu derrière le rideau, de voir ce qui se passe de l'intérieur. On va plonger dans une interview diffusée sur la RTS du footballeur sénégalais Pape Alassane Gueye, qui joue à Villarreal. Et ce qui rend cette source passionnante, c'est qu'il ne parle pas de n'importe qui. Il parle de son capitaine en équipe nationale, Sadio Mané. Et ça, en pleine Coupe d'Afrique des Nations 2025. Donc, on quitte un peu les analyses des journalistes ou les discussions de supporters pour s'asseoir, en quelque sorte, dans un coin du vestiaire et écouter. C'est exactement ça. Notre mission aujourd'hui, c'est de décortiquer le leadership de Mané, mais à travers les yeux d'un coéquipier. Comprendre son impact réel, sur le terrain bien sûr, mais surtout en coulisses, grâce aux mots de quelqu'un qui le vit tous les jours. C'est un peu une confrontation entre l'image publique d'une icône et la réalité du groupe. Une confrontation qui révèle souvent que le joueur le plus important n'est pas toujours le plus spectaculaire, mais celui qui rend les autres meilleurs. C'est une plongée dans la psychologie d'une équipe, dans ce qui fait qu'un groupe de talents devient une véritable force collective. Alors, commençons par le début, le contexte. Avant cette CAN 2025, Sadio Mané était quand même pas mal sous le feu des critiques. On lisait des doutes sur sa forme, sur son niveau. Oui, il y avait beaucoup de scepticisme. Et puis, le tournoi commence et là, il met tout le monde d'accord. L'article qu'on a sous les yeux s'ouvre d'ailleurs sur une phrase qui claque, je trouve. « Acclamons la résurrection du Nantio ». Le ton est posé. Et ce surnom, Nantio, il n'est pas anodin du tout. Ce n'est pas un surnom de journaliste, ça. C'est comme ça qu'on l'appelle chez lui, dans sa région d'origine. Ah, d'accord. L'utiliser, c'est une manière de dire qu'on ne parle pas de la superstar mondiale, mais de l'homme, de ses racines. L'article suggère un retour aux sources, à son essence, pas juste un simple retour en forme. C'est une nuance très importante. Et cette résurrection, elle se voit dans les chiffres, évidemment. 1 but et 3 passes décisives en 4 matchs. Bon, c'est le genre de performance qui calme les débats. Ça calme les débats à l'extérieur, en tout cas. Mais c'est là que le témoignage de Pape Gueye devient tout de suite passionnant. Il prend le contre-pied total de cette idée de résurrection. Pour lui, il n'y a jamais eu de mort, donc pas de retour. Ah oui? Il dit, et la phrase est d'une simplicité presque désarmante, « Je ne suis pas surpris, on connaît tous ce qu'il peut nous apporter. » C'est fou ce décalage. Dehors, tout le monde parle de surprise, de retour inespéré. Dedans, c'est le calme plat, la confiance totale. C'est le discours officiel et il est essentiel pour la cohésion. C'est la première muraille qu'ils construisent contre la pression extérieure. Mais on peut se demander si c'est aussi simple. Cette confiance inébranlable, n'est-ce pas aussi une posture d'une manière de se blinder collectivement? Bien sûr. Je suis convaincu que même en interne, le soulagement d'avoir retrouvé ce Mané-là, le Mané décisif, a dû être immense. La déclaration de Gueye, c'est aussi une façon de dire « circuler, il n'y a rien à voir. Nous, on a toujours su ». Et ce qu'il apporte, ce n'est pas seulement son but, il y a ces 3 passes décisives. Ce n'est pas un détail. Oh non, c'est central. Cette statistique des passes décisives, elle est trompeuse. On la voit comme un chiffre, mais en réalité, c'est un choix. À ce niveau, c'est souvent le choix de ne pas tirer, le choix de ne pas prendre la lumière pour soi. Le choix de faire briller un autre. Exactement. C'est là que la psychologie du leader s'exprime. Et ce qui est vraiment puissant dans ce que dit Gueye, c'est qu'il va nous révéler que ce n'est pas juste un geste sur le terrain, c'est une philosophie qui s'applique à toute sa personnalité. On y reviendra, mais cette idée de donner est la clé de tout. Donc sur le terrain, il est irréprochable, il rassure tout le monde par l'acte. On pourrait s'arrêter là et dire « grand joueur, point final ». Mais ce qui m'a le plus frappé dans l'interview de Gueye, c'est qu'il dit que le plus important, ce n'est même pas ça. Le match n'est que la partie émergée de l'iceberg, toujours. Le vrai travail d'un capitaine de cette trempe se fait loin des caméras. C'est exactement ce qu'il explique. La phrase clé de Gueye, c'est « point ». Même en dehors du terrain, il nous apporte beaucoup de sérénité, notamment dans ses discours. Et là, il liste les ingrédients de cette influence invisible. Son expérience folle, son palmarès et son rôle de guide pour les plus jeunes.
Arrêtons-nous 2 secondes sur ce mot « sérénité ». Oui, Dans un tournoi comme la CAN, c'est de l'or. C'est une compétition où la pression est démentielle. Il y a la pression sportive, bien sûr, mais aussi la pression de tout un pays, des attentes qui peuvent parfois devenir écrasantes. on imagine, oui. Dans ce chaudron émotionnel, un leader qui arrive à diffuser du calme, à garder le groupe concentré sur l'essentiel, sa valeur est incalculable. Ce n'est plus un footballeur, c'est un régulateur émotionnel pour tout le collectif. Une précédente. Quand ce gars-là prend la parole dans le vestiaire avant un match coup près, on doit pouvoir entendre une mouche voler. C'est ce qu'on appelle la légitimité par l'exemple et par le palmarès. Ces paroles ont un poids que personne ne peut remettre en question. Quand Sadio Mané parle de la gestion de la pression, il ne récite pas un manuel de psychologie, il parle de ce qu'il a vécu, C'est ça, de ce qu'il a surmonté. c'est ça. Cette expérience folle que mentionne Gay, c'est un capital immense. Pour les jeunes joueurs qui découvrent ce niveau d'exigence, c'est comme avoir un phare dans la tempête. Il leur montre que c'est possible. Et ce n'est pas seulement un leadership de la parole. Gay insiste sur un autre aspect qui est peut-être encore plus fort, l'exemple au quotidien. Il lâche cette phrase qui en dit tellement long. On voit au quotidien comment il se prépare pour le pays. C'est exceptionnel. Et là, on touche au cœur du réacteur. Un leader peut faire les plus beaux discours du monde, s'il n'est pas le premier à l'entraînement, le plus rigoureux dans sa préparation, ces mots sonnent creux. Forcément. Le fait que Gay dise « on voit au quotidien » et qu'il qualifie ça d'exceptionnel, creux. Forcément. Le fait que Gay dise « on voit au quotidien » et qu'il qualifie ça d'exceptionnel, ça veut tout dire. Ça signifie que l'engagement de Mané est total, constant et surtout visible par tous. Il ne demande rien aux autres qu'il ne s'impose pas à lui-même, et probablement avec 10 fois plus de rigueur. Il tire tout le monde vers le haut. Voilà. Sans même avoir besoin de parler. La culture de l'excellence, elle se crée comme ça. On a donc le tableau d'un leader complet, performant sur le terrain, serein et exemplaire en dehors. Mais l'analyse de Pape Gay va encore plus loin. Il nous révèle une dernière facette de son rôle, une facette presque sacrificielle. Et là, sincèrement, c'est le genre de phrase qui vous arrête net. C'est le point qui m'a le plus fasciné. C'est une confession rare sur la charge mentale que représente le statut de superstar et comment un grand leader peut la transformer en un atout pour l'équipe. Gay dit, et je pèse mes mots, c'est pour moi la phrase la plus forte de l'interview. Ah oui. Il, Sadio Mané, endosse cette responsabilité et ce rôle de prendre un peu les coups pour nous. Waouh. Prendre les coups pour nous, c'est une image incroyablement puissante. C'est très très fort. Et il précise, pour qu'on saisisse bien l'enjeu, ce n'est pas simple d'être Sadio Mané. Il y a beaucoup d'attentes envers lui et envers le pays. Analysons ce concept de bouclier, de paratonnerre. C'est fascinant parce que ce n'est pas propre à Sadio Mané. C'est le rôle ingrat et invisible des très grands capitaines. Comme qui, par exemple ? On pense à Carles Puyol à Barcelone qui prenait toutes les balles perdues médiatiques pour protéger un jeune Messi, ou à Didier Deschamps en 98 qui était le premier à monter au front face à la presse pour que des joueurs comme Zidane ou Henry puissent rester dans leur bulle. D'accord. Ces leaders comprennent que leur travail, c'est aussi de gérer le bruit pour que les autres puissent jouer leur musique. Gay ici met des mots sur un phénomène universel du leadership au plus haut niveau. C'est un sacrifice, en fait. Il accepte d'être la cible principale pour que les autres soient moins exposés. Quand il y a des critiques, elles vont d'abord vers lui. Quand la pression monte, c'est sur ses épaules qu'elle pèse le plus lourdement. Exactement. Et en absorbant cette pression, il protège ses coéquipiers. Surtout les plus jeunes, les moins expérimentés, ceux qui pourraient complètement perdre leurs moyens face à une telle exposition. En attirant la lumière et la foudre, il laisse les autres dans une ombre relative, qui est beaucoup plus propice à la concentration et à l'expression du talent. Ils peuvent jouer avec plus de liberté, avec moins de poids sur les épaules, parce qu'ils savent que Sadio est en première ligne pour prendre les coups. C'est une forme de don de soi pour le collectif. Mais est-ce que c'est un rôle qu'un joueur choisit consciemment ou est-ce que son statut de superstar le lui impose ? C'est une excellente question. Je pense que c'est un mélange des deux. Le statut l'impose, c'est certain, il ne peut pas y échapper, mais la différence entre un grand joueur et un grand leader, c'est que le leader l'accepte, l'embrasse et le transforme en un avantage stratégique pour l'équipe. Il ne le subit pas, il l'utilise. C'est un acte de leadership conscient. Voilà. Et ce qui est brillant dans le récit de Pape Gay, c'est qu'il ne s'arrête pas à cette image symbolique du bouclier. Il la connecte immédiatement à des actions très concrètes sur le terrain, pour prouver que ce n'est pas juste une posture.
C'est ça qui rend le bouclier crédible. Le leader ne se contente pas de dire « je prends la pression », il la transforme en action, en énergie positive. Exactement. Gay donne 2 exemples ultra précis. D'abord, il raconte « On l'a vu sur mon premier but contre le Soudan, c'est lui qui récupère et se projette. Le leader n'attend pas passivement que le ballon lui arrive. Il va le chercher à la source, il fait le travail obscur de récupération. » C'est ça. Et c'est de son effort que naît le but d'un coéquipier. Il assume la responsabilité à tous les niveaux. Pas seulement face au micro après le match, mais aussi à la 75e minute, dans les tâches ingrats du pressing et de la récupération. Ça, c'est la preuve ultime de l'engagement. Il montre qu'il est prêt à faire le sale boulot. Deuxième exemple, qui boucle la boucle avec ce qu'on disait au début, c'est aussi lui qui fait la passe sur le but d'Ibrahim Baye. On en revient à cette idée de créateur pour les autres. Le processus est complet. Il absorbe la pression, il travaille pour récupérer le ballon, et à la fin, il offre le but à un partenaire. C'est la démonstration parfaite. Il ne se contente pas d'être un paratonnerre qui subit la foudre. Il est un convertisseur. Il prend l'énergie négative de la pression extérieure, il y ajoute sa propre énergie sur le terrain, par l'effort, et il la transforme en une action décisive pour l'équipe. C'est la définition même d'un leader, qui élève le niveau de tous ceux qui l'entourent. Et Pape Gueye conclut sa démonstration par une phrase très simple, très terre-à-terre, mais qui dit tout. Il montre sur le terrain qu'il a encore ses jambes. Une façon de dire que malgré tout ce poids qu'il porte, toute cette charge mentale, il reste avant tout un athlète hors norme et un joueur décisif. Et c'est fondamental. Ses actions concrètes sont ce qui légitime tout le reste. Son statut de bouclier, ses discours, son expérience, tout ça ne serait pas aussi efficace s'il n'était pas, en plus, l'un des joueurs les plus performants de l'équipe. Il joint le geste à la parole. La performance au discours. C'est la fusion de toutes ces dimensions qu'il rend si exceptionnel aux yeux de ses coéquipiers. Alors, si on rassemble toutes les pièces du puzzle que nous donne Pape Gueye, quel portrait final de Sadio Mané se dessine ? On a l'impression de voir un leadership à 3 étages. C'est une bonne image. Le premier étage, la fondation, c'est la performance sur le terrain. Irréprochable. C'est elle qui fait taire les critiques à l'extérieur et qui valide son statut à l'intérieur. Au-dessus, il y a le deuxième étage, l'influence en dehors du terrain. Le leader qui apporte la sérénité, qui guide par son expérience et qui inspire par son éthique de travail au quotidien. Et enfin, tout en haut, le toit, qui protège tout l'édifice. Ce rôle de bouclier, cette capacité à absorber la pression extérieure pour permettre au collectif de s'épanouir en dessous. Un sacrifice invisible qui est peut-être sa contribution la plus précieuse. Ce témoignage de Pape Gueye, c'est vraiment une fenêtre rare sur la mécanique interne d'une équipe. Ça nous force à regarder au-delà des statistiques. Totalement. Ça redéfinit ce qu'est un leader moderne. Ce n'est pas seulement le meilleur joueur, ni celui qui crie le plus fort. C'est un alchimiste complexe, quelqu'un qui sait gérer à la fois la performance pure, les dynamiques humaines et la pression psychologique. C'est une leçon sur l'importance de l'invisible dans la réussite d'un collectif. Et en écoutant ce portrait d'un leader qui accepte d'être un paratonnerre pour son équipe, ça soulève une question qui dépasse le cadre du football. Je vous écoute. Dans un monde, que ce soit dans le sport, dans l'entreprise ou ailleurs, qui est de plus en plus obsédé par la performance individuelle, par les récompenses personnelles, par ce qui se voit et ce qui se compte, quelle valeur est-ce qu'on accorde réellement à ce leadership de l'ombre, à ce sacrifice invisible